Salut, dans cet épisode, on va parler de ces stratégies marketing qui m'énervent. Tu sais, c'est ces trucs où parfois tu vois passer sur Instagram, sur Facebook ou peu importe et qui te font dire « Putain, mais qu'est-ce que ça m'énerve quand je vois ça ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui tombent dans le panneau ?» Voilà, on va parler de ce truc-là. Moi, je fais du marketing. Alors, ça fait 10 ans que j'ai ma boîte, mais je me suis mis au marketing sérieusement il y a environ un petit peu plus de 5 ans. Donc, j'ai testé plein de choses, alors toujours dans les limites de mon éthique, mais tu vas le voir, ce dont on va parler là, c'est très subjectif. Il y en a qui sont très à l'aise avec ce genre de technique un peu scrupuleuse, et il y en a qui sont beaucoup moins à l'aise. Bref, et je suis aussi dans des réseaux de gens qui font du marketing. Pour le dire autrement, j'ai des potes entrepreneurs. Et quand tu es entrepreneur, par la force des choses, tu es obligé de faire du marketing puisque tu es obligé de faire connaître tes produits ou tes services. Donc, j'ai vu plein de choses passer. Donc, voilà, j'ai un petit peu de recul sur la situation. Donc, je vais pouvoir te dire tout ce que j'en pense. Et je vais aussi pouvoir te dire d'ailleurs si ces stratégies, elles fonctionnent ou pas. Bref, bienvenue sur Nakama Chris, le podcast qui remet tout en question, y compris sa propre existence. Et en parlant de ça, pour l'instant, Nakama Chris, c'est un podcast, parce que ça m'éclate bien de faire ça au format podcast. Je trouve que à l'ère d'aujourd'hui, tout va beaucoup trop vite. On n'a plus le temps de mettre de la nuance, on n'a plus le temps de prendre le temps de rentrer en profondeur dans les choses, de discuter et de pas tout de suite avoir un avis extrême sur les choses. Bref, donc moi, ça me fait plaisir de tourner ce format-là, beaucoup plus long. Et j'espère que tu prends du plaisir aussi, hein, si tu es par exemple en voiture, en train de faire ton sport ou en train de faire ta vaisselle, peu importe. Voilà, j'espère que tu prends aussi du plaisir. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que peut-être que Nakama Chris ne restera pas un podcast pour toute la vie. On verra bien. Bref, petit disclaimer avant qu'on démarre. J'ai pas de problème avec toutes les techniques et stratégies marketing que je vais te partager à partir du moment où elles sont vraies. Et c'est là tout le problème, c'est que c'est impossible, souvent impossible, de savoir si ces stratégies marketing sont vraies ou si c'est du pur bullshit, si c'est du pur mensonge. Voilà, et c'est bien là tout le problème. Mais on va en discuter. Pour être dans le milieu depuis un certain nombre d'années, souvent, c'est de l'enfumage pur et dur. Bref, donc moi, j'essaie d'être le plus éthique possible. Voilà, encore une fois, je te dis, c'est un sujet très subjectif. Je suis probablement pas irréprochable aux yeux de tous, même si j'essaie de faire les choses bien, voilà. Mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, de recevoir des mails d'insultes suite à une période promotionnelle sur ma formation en photographie, où les gens se plaignaient, par exemple, j'avais mis un tarif, alors je ne sais plus c'était combien le tarif, mais je sais que l'étalement en 3 fois, donc si tu voulais payer en 3 fois, il était 100 € plus cher que si tu achetais en une fois. Et donc il y a plein de gens qui s'étaient plaints de manière quand même assez, mettons les mots dessus, de manière très virulente. Et donc moi ça m'avait quand même un petit peu secoué, donc je m'étais quand même un petit peu remis en question après ce truc-là. Mais bref, on en reparlera peut-être plus tard. Allez, rentrons dans le vif du sujet, les stratégies qui m'énervent. Et donc, comme d'habitude avec ce podcast, le truc qui me donne envie d'allumer ma caméra et de brancher mon micro, c'est qu'il se passe un truc dans la vie. Là, en l'occurrence, c'est que j'ai reçu ce papier et ça me donne envie de t'en faire un contenu d'1 heure. Alors, il faut que je te raconte du coup l'histoire de ce petit papier. Donc donc ça faisait des années et des années que j'étais chez Soch. Putain, j'ai réussi à le dire du premier coup. Et je payais, je sais plus combien, mais un truc du style 20 € ou 21 € par mois pour un forfait 4G, 200 gigas, un truc comme ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, alors, le forfait, c'était un forfait 4G quand je l'ai pris, mais il s'est automatiquement transformé en forfait 5G. Et moi, quand j'ai pris le forfait, ça devait être un forfait 20 gigas, mais avec le temps, il s'est automatiquement changé en forfait, 200 gigas, un truc comme ça. Sauf que moi, la 5G, j'en ai absolument pas besoin, parce que je trouve que la 4G, ça marche déjà magnifiquement bien. Et 200 gigas, clairement, moi, je les utilise pas du tout. J'utilise en moyenne, par mois, j'utilise 5 gigas de data. Donc 200 gigas, c'est 40 fois trop. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour sur le site de Soch et je vais essayer de prendre un forfait moins cher, avec moins de data dedans. Et donc là, je trouve tout pile ce que je recherchais. Je trouve un forfait 20 gigas, donc voilà, 4 fois plus que ce que j'ai besoin, mais honnêtement, c'est très bien. Et 105G, donc juste avec de la 4G, pour un truc genre 6 € par mois.
Donc je me dis génial et j'écris au support client et je leur dis voilà, j'aimerais bien prendre ce forfait-là. Et donc là, évidemment, la meuf, qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit ah, mais désolé, monsieur, ces forfaits-là, c'est uniquement pour les nouveaux clients. Bon, bah, moi, évidemment, comme d'habitude, je négocie et je lui dis écoutez, vous savez, ça fait 10 ans que je suis chez vous, j'ai toujours payé dans les temps, je suis très satisfait du service. Donc, s'il vous plaît, évitez-moi de devoir partir chez la concurrence pour revenir, pour me considérer comme un nouveau client et juste faites-moi ce forfait à 6 euros, quoi. Et la meuf, en fait, elle a rien voulu savoir. Donc, moi, bah, je me suis barré. Donc, je vais sur le site de Bouygues et je trouve le même forfait à 6 balles par mois. Celui qui m'intéressait chez Soch. Je trouve le même pour 6 balles par mois. Donc voilà, je fais les démarches. Spoiler pour toi, si jamais ça peut te faire économiser de l'argent, c'est ultra simple. C'est Bouygues qui se charge de tout. T'as pas de papier à imprimer, t'as pas de signature à mettre, t'as vraiment quasiment que dalle à faire. Et en plus, t'as pas d'interruption de service. C'est que j'ai eu Soch jusqu'au dernier jour. Et ensuite, 1 minute après, boum, j'ai basculé chez Bouygues. C'était réglé. Donc surtout, n'aie pas peur de le faire. Voilà. Du coup, je suis passé chez Bouygues pour 6 euros par mois pour un forfait 4G, 20 gigas. Voilà. Parfait, ça rentre exactement dans mes besoins, donc c'est top. Et donc j'ai reçu ce courrier de Soch qui me dit remboursement d'un compte résilié, créditeur de téléphone mobile, attention, validité du chèque est de 12 mois. Donc en gros, ce chèque, il est de 11,89 € et en gros, il me rembourse au prorata de ce que j'ai pas consommé le mois où j'avais payé. Voilà, donc 11,89 €. Donc moi, ce qui m'énerve là-dedans, alors je ne sais pas si c'est une stratégie marketing, mais voilà, en tout cas, c'est plus une stratégie de rétention de l'argent. C'est que chez Soch, ils ont mon numéro de carte bleue, chez Soch, ils ont mon RIB, et pourtant, ils ont quand même décidé de m'envoyer un putain de chèque pour que je n'aille jamais le retirer. Et comme tu le vois, j'ai reçu ce courrier il y a déjà... bon, ça fait 2 semaines, ça va. J'ai reçu ce courrier il y a 2 semaines, et j'ai toujours pas été le déposer à la banque, parce que putain, j'ai la flemme. Et je suis certain que s'il me rembourse pas en virement ou sur ma carte bleue, c'est tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'envoyer des chèques aux Français de 10-12 euros, il y en a une partie qui va forcément ne pas aller retirer ces 10-12 balles, et donc eux, ça leur fera de l'argent en plus. Et donc ça, c'est le genre de stratégie marketing qui m'énerve. Et donc, c'est de ça dont on va parler. Maintenant, on va parler de vraie stratégie marketing. Là, c'est plus de la stratégie de j'étais client et on essaie de me soutirer encore un petit peu d'argent. Maintenant, on va parler de stratégie marketing pour acquérir des clients ou pour les fidéliser, peu importe. Bon, en fait, c'est des stratégies marketing de un petit peu tout, tu vas voir. Alors, stratégie marketing qui m'énerve un petit peu, mais honnêtement, on a vu pire. Mais voilà, on commence doucement. Donc, tu sais, parfois, tu t'inscris à des newsletters. Donc, tu vas recevoir ensuite dans ta boîte mail des emails, soit des emails promotionnels pour parler de produits ou de services, soit des emails pour dire coucou, j'ai sorti une nouvelle vidéo, ou enfin bref, des emails, voilà. Tu connais le principe de newsletter, j'imagine. Et parfois, les newsletters, elles ont pour titre deux points, et le sujet du mail. Et le fait de mettre deux points avant le vrai sujet du mail, ça te laisse penser que ce n'est pas une newsletter, mais que c'est la personne qui te répond à toi personnellement suite à un mail que toi tu as envoyé. Tu sais, le fameux deux points. Voilà. Et donc ça, moi, je trouve ça un petit peu trompeur. Surtout, si j'ai pas envoyé d'email avant et que c'est pas une réponse. On te fait croire que c'est une réponse alors que c'est pas une réponse. Pour moi, factuellement, c'est faux. Donc ça m'agace. Mais c'est pas le pire de cette liste. Parfois, donc moi je suis dans le milieu de la photographie et plus particulièrement de la formation. Et j'ai notamment plusieurs formations en ligne. Et donc, dans le milieu du marketing digital, donc de l'entrepreneuriat en ligne, si on peut appeler ça comme ça, il y a une stratégie qui s'appelle la stratégie du lancement. Donc, le lancement, c'est par exemple, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, il se passe entre guillemets pas grand-chose. Et ensuite, pendant une semaine, tu vas vraiment mettre le paquet sur ta communication pour dire coucou, regardez, moi j'ai un produit à vendre, c'est un truc qui est bien, ça peut vous être super utile, etc. Bref, donc c'est un truc que j'utilise aussi. Pendant 7 jours, tu mets vraiment le paquet sur la communication sur quelques temps forts dans l'année. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un lancement. Et donc souvent, tu vas voir chez les gens qui font des lancements, tu vas voir que quand on arrive à quelques jours de la fin, donc du dernier jour, le jour où soit la réduction va s'arrêter,
soit le programme ne sera tout simplement plus accessible, tu verras que les gens vont dire putain, c'est incroyable, votre engouement a été incroyable. Sous-entendu, il y a beaucoup de gens qui ont acheté. Donc surtout, faites comme eux et achetez chez moi aussi. Ça, c'est de la preuve sociale pure et dure. Imagine-toi, tu pars avec ta chérie ou avec ton chéri en vacances à Nice, vous vous baladez dans Nice et vous avez faim, vous passez devant 2 restaurants, il y en a un où il y a quasiment personne et il y en a un deuxième qui est quasiment blindé. Bah, celui qui donne le plus confiance, c'est celui qui est quasiment blindé. Voilà. On est des animaux, on est des êtres sociaux, le monde attire le monde. Voilà. Donc ça, c'est exactement la même chose. Dire votre engouement a été incroyable, j'ai fait plein de ventes, il y a plein de gens qui ont rejoint le programme et qui m'ont fait confiance, bah, ça donne envie de faire confiance, tout simplement. Mais voilà, pour baigner un petit peu dans cette niche marketing de l'entrepreneuriat en ligne, ça, c'est souvent du fake it until you make it. Donc en gros, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Voilà, on fait semblant qu'il y a un gros engouement pour générer encore plus de ventes, même s'il n'y en avait pas déjà beaucoup à la base. Donc voilà, ça, on est encore sur un niveau de trigger qui est relativement bas, mais on commence à rentrer dans le dur. Alors ensuite, bien évidemment, les témoignages bidons complètement impossibles à prouver. Voilà, ça c'est légion aujourd'hui. En plus, créer des témoignages bidons, c'est encore plus facile à l'heure de ChatGPT, même si c'était déjà super facile avant. Voilà, en soi, moi, ça ne me dérange pas. Alors, et ça, c'est valable pour toutes les stratégies marketing dont on va parler là. Ce qui me dérange, ce n'est pas la stratégie en elle-même, c'est le fait de mentir. C'est ça qui me dérange. Donc, si par exemple, il y a eu un vrai engouement et que tu dis « votre engouement a été incroyable », moi, ça me va. Si tu mets des témoignages qui sont vrais, ça me va aussi. Moi, ce qui me dérange, c'est de bidonner des témoignages. Voilà. Idem, plus que 3 places disponibles, voilà, pour dire attention, il faut acheter maintenant parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de place. Alors que ce qu'on vend, essentiellement, c'est de la vidéo en ligne. Dire, moi, mon programme de vidéo en ligne, je peux le vendre, que je le vende à 3 personnes, à 50 ou à 100 personnes, ça revient exactement au même. Je n'ai pas plus de travail, tu vois. Par contre, quand il y a de l'accompagnement, des lives ou ce genre de choses, là, effectivement, c'est un peu plus tricky. Et donc, mettre une limite de place, ça peut se justifier dans ces cas-là. Donc, bref, fais toujours attention quand tu as cet argument de plus que 2 minutes pour acheter ou plus que 3 places disponibles. Regarde bien toujours c'est quoi le produit que tu achètes et est-ce que c'est cohérent avec ça. Alors, technique, celle-là, elle est forcément bidon. Donc, celle-là, déjà, elle m'énerve déjà un petit peu plus. C'est le fameux compte à rebours qui repart toujours de zéro. Par exemple, tu cherches la recette du couscous. Donc, tu tapes sur Google recette couscous et tu tombes sur un super truc qui veut te vendre un PDF de la meilleure recette de couscous. Et en haut, tu as un beau bandeau rouge bien clignotant qui te dit promo exceptionnelle sur la recette du couscous. Dans 4 minutes 59, la promo s'arrête. Donc, en gros, tu as 5 minutes pour acheter. Le truc, c'est que si tu fermes la page et que tu retournes dessus dans un quart d'heure ou dans 3 jours, tu auras toujours le même bandeau rouge qui te dira 4 minutes 59, 4 minutes 58, 4 minutes 57. Donc, le compte à rebours repart à zéro à chaque fois. Donc, voilà. Celle-là, par définition, on sait que c'est mensonger. Et donc, là, du coup, moi, ça m'exaspère déjà un petit cran supplémentaire. Alors, j'ai pas classé ces stratégies marketing par leur gradation dans à quel niveau elles m'énervent. Mais bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a donc un peu plus tricky celui-là. C'est les articles, alors de la presse écrite, que ce soit en ligne ou en physique, les articles qui sont présentés comme officiels, alors que souvent, c'est des pubs déguisées. Prenons un exemple. Quand toi, tu ouvres ton magazine et sur la page de gauche, tu as un article écrit avec quelques images d'illustration ou photos d'illustration, et sur la page de droite, tu as une pub pour une montre ou une pub pour un parfum, c'est évident que la page de droite avec la montre ou le parfum, c'est une publicité. Par contre, quand tu regardes l'article à côté, tu te dis, bah voilà, c'est un article écrit par un journaliste. Sauf que parfois, cet article écrit par un journaliste, en fait, il est payé par une entreprise, par une marque, pour apparaître dans le journal. Sauf que toi, en fait, quand tu regardes les 2 pages, pour toi, il y a une page, c'est clairement une pub, et l'autre, c'est pas une pub, alors qu'en réalité, les 2 sont des pubs. Donc ça, parfois, alors c'est écrit clairement que c'est une publicité ou un contenu sponsorisé. Parfois, c'est écrit en tout petit, tu vois, c'est écrit publicité ou c'est écrit sponsorisé en vraiment tout petit.
Ou alors parfois c'est tout simplement pas écrit. Voilà. Donc moi ce qui me dérange c'est que si c'est écrit en tout petit encore à la limite, même si bon c'est déjà ça, on est vraiment dans le borderline, mais si c'est pas écrit, moi je trouve ça assez trompeur. D'ailleurs peut-être que tu connais le podcast Legend, le podcast de Guillaume Play, qui est peut-être le podcast numéro 1 en France aujourd'hui, hein. Et en fait, ce podcast, l'une des manières dont il se rémunère, alors comment est-ce qu'on gagne sa vie avec un podcast? Alors il y a plein de manières, hein. On peut faire des sponsors, on peut faire, bref, il y a plein de manières de faire, on ne va pas rentrer forcément dans le sujet, mais l'une des manières dont ce podcast gagne sa vie, génère de l'argent plutôt, c'est que parfois le podcast invite vraiment des gens, comme par exemple ils vont inviter, je sais pas, Vincent Lagaffe, mais parfois, c'est c'est une personne ou une entreprise qui décide de payer pour passer sur le podcast Legend. Voilà. Alors, est-ce que c'était le cas avec Lagaffe, Vincent Lagaffe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, sache que... Et ça, pour moi, c'est pas clair. J'ai déjà regardé le podcast plusieurs fois avec plusieurs invités différents. À aucun moment, c'est écrit sur l'écran ou c'est dit oralement, clairement, que c'est la personne qui s'est fait interviewer, qui a payé pour être interviewé par Guillaume Play. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai entendues via mes réseaux personnels. Donc voilà, information du coup à vérifier, mais je tenais quand même à te le dire parce que pour moi, c'est toujours important d'avoir cette information en tête quand tu regardes du contenu. Ensuite, on a évidemment les promesses complètement exagérées de la forme rêve grâce à outils sans objection principale. Par exemple, comment générer 10 000 euros par mois grâce à ton smartphone sans compétences techniques ni expérience. Voilà, donc on a vraiment le truc ultime. En plus, là, ça target vraiment tout le monde. On fait comme si ça te targetait toi spécifiquement, mais en réalité, quand tu découpes le truc, tu vois bien que tout le monde peut rentrer là-dedans. Par exemple, comment générer 10 000 euros par mois? Bon, bah, tout le monde a envie de ça, hein, 98% de la population. Grâce à ton smartphone, bon, bah, tout le monde a un smartphone. Et sans compétences techniques ni expérience, bon, bah, tout le monde peut rentrer dans cette case, hein, bien évidemment. Voilà. Je crois que cette surenchère de promesses, elle est arrivée notamment avec la popularisation de Alex Hormozy, qui est un entrepreneur qui est devenu célèbre ces derniers temps et qui a écrit notamment le best-seller L'offre à 100 millions de dollars, je crois, qui a l'air d'être un bon bouquin que j'ai pas lu, mais voilà. Et du coup, c'est un peu lui qui a commencé à mettre le pied à l'étrier, de faire des promesses toujours plus fortes, plus fortes, plus fortes. Et forcément, quand tu veux te différencier de tes concurrents, ben, du coup, tu fais une promesse encore un petit peu plus forte. Du coup, les autres, hop, ils montent le niveau de leurs promesses aussi. Et là, on se retrouve avec des promesses de fou dans tous les sens. Et donc, moi, j'ai l'impression personnellement que les gens sont en train de décrédibiliser le contenu quand les promesses sont trop fortes. Voilà. C'est peut-être un biais de ma part, de ma propre bulle filtrante. Donc, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses. Alors, si tu es actuellement au volant de ta voiture, surtout ne m'écris pas un commentaire tout de suite, mais fais-le quand tu seras arrivé tranquillement. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que les gens redescendent un petit peu, en ont marre de vraiment cette surenchère permanente de on fait toujours plus rêver, plus rêver, plus rêver avec des trucs toujours plus faramineux. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Moi, en tout cas, ça me ferait du bien de repartir un petit peu dans l'autre sens. Et d'ailleurs, petite anecdote personnelle, aujourd'hui, quand je scrolle sur YouTube, des fois, je peux scroller sur YouTube pendant 10 minutes, alors que je vais sur YouTube, non pas pour scroller, mais pour regarder de la vidéo. Et parfois, je peux scroller pendant 10 minutes parce que je ne vois que des miniatures et que des titres qui sont ultra aguicheurs. Et pour moi, ça, c'est mon radar anti-bullshit s'allume fortement et je fais plus confiance à ce genre de contenu. Donc, je vais préférer un contenu qui est plus humble, qui est un peu moins putaclic, un peu moins accrocheur, mais dans lequel je sais que je vais peut-être trouver une personne qui est plus simple, plus authentique et moins dans la surenchère. Donc voilà. En tout cas, c'est comme ça pour moi. N'hésite pas à me dire si tu ressens la même chose. Voilà, je me permets de faire une petite coupure dans la vidéo, non pas pour te vendre quelque chose, mais juste parce que je suis en train de faire ma petite balade du soir et j'ai continué à penser au sujet du podcast. Et donc j'avais un petit truc à rajouter, c'est que c'est par rapport à la surenchère de la surenchère, et notamment sur YouTube, c'est que, alors même si moi aussi j'ai un petit peu joué à ce jeu de voilà, essayer de faire des titres de plus en plus accrocheurs, et des concepts aussi, hein, pour pas que les titres soient mensongers,
je trouve que parfois j'ai peut-être été un petit peu au-delà de mon éthique personnelle et ce qui fait que alors heureusement j'ai pas abusé de ce concept. Ce que je trouve un peu malheureux pour les gens en tout cas qui ont vraiment surexploité ce filon, c'est que, parfois, en fait, j'ai des conseils en photographie à vous partager et dans ce cas-là, je peux titrer ma vidéo, 3 conseils pour améliorer la qualité de tes images et je suis pas obligé de et disons que si je jouais au jeu de la surenchère, je titrerais ma vidéo les 3 meilleurs conseils, après, 10 ans de photos, par exemple, je la titrerais comme ça. Le problème, je trouve, c'est que, moi, des fois, j'ai des conseils «simples», entre guillemets, «simples mais efficaces» à te partager mais parfois, j'ai vraiment des révélations qui viennent me retourner le cerveau. Si je joue tout le temps au jeu de la surenchère sur YouTube, comment est-ce que je fais les fois où mon cerveau s'est vraiment retourné sur une révélation? Comment est-ce que je fais pour te le communiquer si à chaque fois que je te sors une vidéo, je te dis que ça, c'est le truc le plus fou que j'ai vu de ma vie? Comment est-ce que je fais? C'est tout simplement pas possible. Donc il faut se laisser de l'espace pour pouvoir exprimer les différentes nuances de notre pensée. Quand on a un petit conseil à donner, il faut titrer à la hauteur du petit conseil et quand on a une révélation énorme à faire, il faut titrer comme si c'était effectivement une révélation énorme puisque ça reste rare. Donc voilà, j'ai pas envie, je trouve que c'est un petit peu le même concept que, tu vois, on va dire je pense aux parents qui grondent souvent leurs enfants, tu vois? Ou plutôt qui ont comme manière de communiquer naturelle le fait de parler un petit peu en s'énervant et en haussant la voix. Le problème, c'est que si tu hausses tout le temps la voix et si tu parles tout le temps en engueulant ton enfant ou n'importe qui d'autre en vérité, hein, pas forcément un enfant, le problème, c'est que ensuite, le jour où tu seras vraiment en colère, vraiment fâché, tu ne pourras plus l'exprimer puisque ta norme, ta manière normale de t'exprimer, c'est en parlant fort ou limite en criant ou en hurlant. Donc en fait, le jour où tu as vraiment besoin d'exprimer quelque chose de plus fort, en fait, tu n'as absolument plus de latitude. Voilà. C'est une des choses que je regrette, on va dire, avec l'époque dans laquelle on vit actuellement, avec voilà, cette surenchère qu'on trouve un petit peu partout dans le marketing, dans les contenus courts, dans les contenus longs, et bref, un petit peu partout sur Internet. Autre stratégie ou technique marketing qui m'agace un petit peu, c'est quand le produit n'est plus le produit en lui-même, mais que le produit est le lifestyle qui te sera procuré par le produit. Coucou les influenceurs Dubaï Lamborghini. Donc par exemple, imaginons un influenceur qui habite à Dubaï, qui aime bien les Lamborghini et qui aime bien comme par hasard la crypto-monnaie. Voilà. Est-ce que le fait d'aimer le Bitcoin nous fait aimer la Burj Khalifa? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un fort lien de causalité ou de corrélation. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais bref, imaginons un influenceur qui vend une formation sur les crypto-monnaies. En soi, le produit qu'il vend, c'est une formation sur les crypto-monnaies. Donc dans son contenu, il devrait principalement parler de crypto-monnaies, d'investissement, peut-être de logiciels de trading, voilà, de tout ça. Pourtant, dans son contenu, ce qui fait généralement ce genre d'influenceur, c'est que il va te montrer au volant de sa Lamborghini, avec des bonnes meufs, à la salle de sport. Bref, ce qui te vend, c'est plus son produit, mais c'est le style de vie que tu auras quand tu auras acheté son produit. Voilà. Moi, je trouve ça un petit peu trompeur. Alors, je ne suis pas contre faire rêver un petit peu les gens, hein, c'est important. Moi-même, quand je vends mon workshop Vivre confortablement de la photo, moi aussi, j'appuie un petit peu sur les rêves et j'explique aux gens qu'ils vont pouvoir quitter le salariat, peut-être qu'ils vont pouvoir doubler leur salaire, parce que doubler ton salaire quand tu es dans le salariat, c'est extrêmement, extrêmement difficile, alors que dans l'entrepreneuriat, tu as un effet de levier qui est quand même vachement plus important. Donc, doubler son salaire en entrepreneuriat, c'est beaucoup plus facile que dans le salariat. Donc, moi aussi, évidemment, je vais faire rêver un petit peu les gens. Sauf qu'à la fin, ce que je vends, c'est 4 jours de workshop et je ne cache à aucun moment, je ne cache le fait que les gens vont devoir à un moment se bouger le cul, aller sur le terrain faire des photos et probablement passer un petit peu de temps devant l'ordinateur pour retoucher ces photos. Voilà. Donc ça, je ne suis pas en permanence en train de montrer, regardez mon lifestyle de fou, maintenant que je suis entrepreneur, je peux être tout le temps à la plage, etc. Bon, en plus, moi, j'aime pas spécialement traîner au soleil. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Alors, petite parenthèse ici, il y a. Alors, c'est pas. Est-ce que c'est une stratégie marketing? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un truc qu'un pote à moi
a toujours détesté, alors que moi, j'ai jamais vu aucun problème. Voilà, comme ça, on inverse un petit peu les rôles. Et tu pourras me dire ce que t'en penses. À une époque sur YouTube, ça se fait plus beaucoup aujourd'hui, voire plus du tout. Sur les miniatures YouTube, donc l'image pour présenter ta vidéo dans le fil d'actualité, souvent ce qu'on faisait nous les youtubeurs, c'est que on se détourait et on mettait un petit liseré blanc, un petit détourage blanc autour de nous pour nous faire ressortir de la miniature. Et ça, moi, j'ai un pote qui me disait toujours, je préfère crever que me détourer, me faire un détourage blanc sur Photoshop. Moi, personnellement, j'ai jamais vu le problème avec ça. Si les gens cliquent plus sur ta miniature si tu te détours en blanc, eh ben détourne-toi en blanc. Je vois pas le problème. Moi, j'ai jamais vu le problème avec ça. Donc surtout si toi tu vois le problème, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse de comprendre un petit peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça vous trigger le fait qu'on puisse se détourer en blanc sur une miniature. Voilà. Moi, je vois pas le problème. Mais je me rends bien compte que, en fait, quelque part, quand je fais une vidéo YouTube, je suis pas en train de vendre quelque chose. Dans du marketing pur et dur, quand on est dans le commerce et où on essaye de faire acheter quelque chose, là, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça. Moi, c'est peut-être ma propre relation à l'argent qui est questionnée. C'est que là, je me dis, là, on est dans le step où on parle de l'argent des gens, donc c'est quelque chose de sérieux. Alors qu'en soi, une miniature YouTube, je suis pas en train de prendre de l'argent à des gens. C'est juste que je leur dis, coucou, regarde ma vidéo. Mais en soi, on pourrait se dire, je suis en train de leur prendre leur temps. Et c'est peut-être ça, peut-être que mon pote, lui, est plus décontracté avec l'argent et peut-être moins décontracté avec l'attention. Alors que moi, je suis peut-être plus décontracté avec l'attention des gens, mais moins décontracté avec l'argent. Voilà, je sais pas. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Honnêtement, ça m'intéresse fortement que tu prennes quelques secondes pour me dire ce que toi t'en penses. Autre stratégie marketing qui m'énerve un petit peu, c'est que souvent c'est très facile d'acheter. Le gros bouton orange, voilà, en plein milieu de la page, voire même quand tu déroules la page, tu as toujours un bouton qui reste en flottant, sur lequel tu peux cliquer en tout temps, que tu sois en haut, au milieu ou en bas de la page, tu peux toujours cliquer dessus. Donc toujours, c'est très facile d'acheter, peu importe où tu es. Par contre, c'est super difficile d'annuler ton putain d'abonnement. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dois faire 8 clics, cliquer sur des liens qui sont tout petits ? Le lien pour cliquer, il est vraiment tout petit. Je dois envoyer des documents signés, etc. pour annuler mon abonnement. Ça, moi, ça m'énerve. Si je peux m'inscrire facilement, je dois pouvoir me désinscrire facilement. Ça me semble être un petit peu la base. En parlant de la surenchère dont on a parlé tout à l'heure dans les promesses marketing, en fait, cette surenchère, on la retrouve un peu partout aujourd'hui dans notre société, j'ai l'impression. C'est que certes, on a la surenchère des promesses de plus en plus folles. Gagne 10 000 € par mois avec ton smartphone dans ton canapé en faisant 2 minutes 30 de travail par jour. Mais en fait, cette surenchère de la promesse, on la retrouve également sur YouTube. Avec des grosses miniatures. Oh, je me suis trompé. Ou le meilleur appareil photo que j'ai jamais... Tu vois ? Bon, je prends beaucoup d'exemples en photo, mais voilà, c'est des formations professionnelles. Ou alors le secret bien caché que personne ne veut que tu saches, tu vois le genre de truc. Alors ça, c'est des trucs que j'ai moi aussi un peu testé. Alors est-ce que j'ai toujours été 100% aligné ? Pas toujours. Des fois, j'ai été un petit peu plus loin que je sentais que j'étais pas forcément toujours aligné. Maintenant, la question que tu peux potentiellement te poser, alors que ce soit pour les promesses marketing pour vendre un produit ou les promesses marketing pour faire cliquer sur une vidéo YouTube, c'est est-ce que ça marche ? Et la réponse, c'est ça dépend. Si tu fais vraiment aucun travail de marketing ou d'accroche ou de susciter la curiosité, c'est quasiment sûr que ça ne marchera pas. Par contre, si tu franchis la ligne rouge où tu es trop dans l'excès et où les gens le ressentent, là, ça ne marche pas non plus. Donc, il faut être dans un truc dans lequel tu es aligné, dans lequel tu es à l'aise. Parce que si tu joues la surenchère et que les gens cliquent sur ta vidéo et ressentent qu'en fait, tu n'es pas vraiment aligné avec toi-même, tu seras tout simplement pas crédible et les gens, ils vont le ressentir. Et du coup, tu vas perdre leur confiance. Et sur Internet, on sait que pour bâtir une réputation, ça prend des années. Et pour la détruire, ça prend quelques secondes. Donc, fais toujours bien attention avec ça. Voilà. Donc, toujours est-il que moi, parfois, j'ai cherché la ligne où moi, j'étais à l'aise, qui suscite quand même suffisamment la curiosité des gens pour que les gens ils aient envie de regarder mon contenu. Si je passe 15 heures à créer une vidéo, c'est aussi pour qu'elle soit vue.
au final, c'était pas vraiment une stratégie qui m'énerve, mais j'avais envie de faire ce petit aparté. On a aussi le truc de je simule un bug. Voilà. Par exemple, je vois des gens dire il y avait tellement de monde ce soir pour acheter mon produit que les serveurs a planté. Donc, exceptionnellement, je laisse ouvert un jour de plus. Voilà. Petite stratégie qui fonctionne, mais que je trouve un peu borderline parce qu'il y a de fortes chances que c'était prévu depuis le départ. Alors, celui-là, il faut qu'on en parle. Les infobulles, celle-là, on la voit un peu sur Bookin ou ce genre de site, tu vois. Les petites infobulles qui popent en bas à droite de ton écran, sur lesquelles c'est écrit « Une personne du Cantal a acheté ceci il y a 3 minutes ». Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? T'as jugé pertinent de faire tourner tes serveurs, d'utiliser de l'électricité et de faire tourner ma fibre optique pour me dire que Gérard, il a acheté ta merde pendant que j'étais aux chiottes ? J'en ai rien à foutre. Bon, celui-là, alors si je le critique de manière aussi virulente, c'est déjà parce que ça me fait du bien. Et aussi parce que je sais que ça, par exemple, tu as clairement un plugin WordPress qui te permet de faire ça et de faire des petites pop-up pour dire à la personne qui est peut-être sur le point d'acheter, pour lui montrer que, voilà, encore une fois, preuve sociale. Regarde, il y a d'autres personnes qui sont des vraies personnes qui s'appellent Gérard et qui habitent dans le Cantal qui ont acheté ça il y a 1 minute 30. Alors qu'en fait, il y a juste personne qui a acheté. Voilà, donc encore une fois, c'est pas la technique qui me dérange, c'est le fait que ce soit faux. Si Gérard dans le Cantal, il a vraiment acheté, ça me dérange pas qu'il y ait une pop-up qui s'ouvre. Ça me dérange moins, en tout cas. Bon, honnêtement, j'avais une liste longue comme le bras, là, j'en ai sauté au moins 10. Donc, n'hésite pas à me dire si tu veux un épisode 2 où je te partage d'autres stratégies marketing qui m'énervent. Mais avant de continuer, on va passer à quelques questions et réflexions que j'ai eues sur tout ça en préparant cet épisode. Déjà, j'ai envie de dire un truc, c'est quelle énergie et quelle énergie créative on dépense pour tout ça. Moi, ça me rend ouf. Qu'il y ait des gens que leur cerveau tourne à plein régime pour savoir si c'est plus pertinent de mettre un bouton orange, un bouton bleu ou un bouton vert sur la page de vente parce que ça cliquera plus. Voilà. Est-ce que vraiment tu es arrivé sur Terre pour faire ça, pour décider de la couleur d'un bouton ? Si on dépensait ne serait-ce que un quart de cette énergie-là pour essayer d'envoyer le monde dans une direction un petit peu meilleure pour les êtres humains, je pense que ça pourrait nous revenir dessus d'une manière positive. Mais bon, voilà, je dis ça, t'en fais évidemment ce que tu veux. Est-ce que moi, j'ai déjà testé des stratégies comme ça dans mon propre business, juste pour voir si ça allait marcher ? Alors, je t'en ai déjà un petit peu parlé. Par exemple, pour YouTube, oui, bien sûr, j'ai testé des trucs. Alors, toujours dans mes limites éthiques. Parfois, j'ai été un petit peu plus haut que ce que me dictait mon éthique. Et voilà, j'ai eu envie de tester et parfois, j'étais pas 100% aligné. Après, dans mon marketing, c'est plus difficile pour moi de sortir de ma zone éthique, donc j'y suis toujours resté, mais évidemment j'ai fluctué, parfois j'ai été plus doux, parfois j'ai été un petit peu plus agressif, donc j'ai testé des choses, et donc comme je te l'ai dit, ça marche dans une certaine mesure, à condition que tu es toujours aligné, sinon les gens vont le ressentir. Est-ce qu'il n'y a pas des stratégies marketing là-dedans qui sont en fait pas des techniques marketing, mais qui sont en fait des choses qui ont été faites de manière inconsciente par les gens, et il se trouve que... que ça génère plus de ventes. Comme par exemple le fameux bug. Oui, en fait, il y avait plein de monde sur le serveur, vous avez cassé le serveur, donc je vais laisser une journée en plus. Voilà. Traînant dans des groupes de marketing depuis un certain nombre d'années, globalement, 99% des trucs, ils sont pas du tout faits de manière inconsciente. Bien au contraire, ils sont faits d'une manière beaucoup plus consciente que ce que tu peux croire. Chaque mot est pesé avec une petite balance électronique comme ça. Chaque image est soigneusement pensée, et que ce soit dans les emails, sur les pages de vente ou dans du contenu court, etc. D'ailleurs, globalement, tous les contenus courts que tu vas regarder sont scriptés quasiment mot pour mot. Donc voilà, c'est très très rare à notre époque qu'il y ait des choses qui soient un peu laissées au hasard et que ce soit fait de manière inconsciente et que comme par hasard ça génère des ventes en plus. Généralement, tout est fait de manière 100% consciente. Mais s'ils font ça, c'est que ça marche, non ? Alors je pense que ça dépend, encore une fois. Comme d'habitude, ici, nous ne sommes pas sur un podcast tout de suite extrême, mais nous sommes dans la tentative de comprendre le monde, et le monde est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, donc la réponse est souvent dans la nuance.
Donc, s'ils le font, c'est que ça marche. Ben oui et non. Alors, si le fond, c'est que ça marche, oui, c'est quand c'est appuyé sur de la psychologie humaine. Et en soi, pour moi, le marketing, c'est de la psychologie humaine appliquée à la vente. Donc, c'est juste qu'on ne va pas uniquement s'intéresser à la psychologie humaine dans le but de guérir les gens, par exemple, mais dans le but de leur vendre un truc, ou de leur faire comprendre, pour le meilleur marketing, de leur faire comprendre que notre solution est la bonne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si le marketing est utilisé en fonction de la psychologie du client, alors s'ils le font, c'est que ça marche, oui. Mais parfois, regarde, moi par exemple, quand je me suis lancé, il y avait d'autres gens qui faisaient ce que j'ai décidé de faire avant moi. Donc forcément, je les ai pris un peu en exemple. Et donc je me suis inspiré de ce qu'ils avaient fait. Et donc quand je lisais par exemple leur page de vente, je me disais, tiens, s'il a fait ça comme ça, c'est sûrement qu'il a de bonnes raisons, donc je vais faire pareil. Il se trouve qu'ensuite, alors beaucoup de travail plus certainement une part de chance, ça a fonctionné pour moi. Du coup, j'ai bien vu qu'ensuite, dans les 2-3 années qui ont suivi, il y a des gens qui m'ont copié. Ils m'ont copié soit sur le fond, donc ils réutilisaient un petit peu mes arguments mes arguments ou mon angle marketing, ou ils ont réutilisé parfois ma forme. C'est-à-dire parfois un petit peu les couleurs ou le type d'image que j'utilisais pour illustrer certaines choses. Mais du coup, moi, ce qui me faisait rire, c'est que je me disais, ils recopiaient, ou en tout cas, ils s'inspiraient fortement de certains trucs que j'avais créés moi-même, mais pour lesquels je m'étais moi-même inspiré de quelqu'un d'autre avant. Et si ça se trouve, cette personne-là qui m'avait inspiré avant, elle n'avait pas de fondement scientifique pour ce truc-là. Alors que moi, je m'étais dit, si elle a mis ce tarif avec 0,99, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison et elle a dû tester. Mais ça se trouve, elle n'a rien testé. Tout comme moi, là, j'avais pas tout testé et il y a des gens qui m'ont quand même pris en exemple. Tu vois. Donc parfois, il y a un peu ce truc de serpent qui se mord la queue. Tout le monde fait du marketing. On prend en référence les gros parce qu'on se dit, s'ils sont gros, c'est qu'ils gagnent bien leur vie. S'ils gagnent bien leur vie, c'est qu'ils ont tout compris. Et donc, on va copier ce qui marche chez eux. Et du coup, ça fait un espèce de serpent qui se mord la queue. Alors qu'en réalité, pour avoir de temps en temps testé un marketing beaucoup plus doux, beaucoup plus aligné avec mes valeurs, en fait, ça marche aussi. En fait, l'alignement crée souvent de la confiance chez les gens. Et la confiance, c'est un des facteurs premiers de la vente. Au global, ce qui me chagrine un petit peu dans tout ça, c'est que, tu vois, dans un processus marketing, quand tu crées ton produit, quand tu crées ton offre, quand tu crées tout le marketing qu'il y a autour, c'est-à-dire le storytelling, la page de vente, les emails, le contenu que tu vas publier avec, que ce soit en vidéo, sur Instagram, sur YouTube, peu importe, il y a énormément de prise de décision dans les sujets que tu vas traiter, dans l'angle marketing, dans la couleur du fond, la couleur des boutons, dans les mots qui vont être employés, comment est-ce que tu vas faire rêver ton prospect, quel problème tu vas targeter. Bref, il y a énormément de questions à se poser et donc de décisions à prendre. Et souvent, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que ces décisions, elles sont souvent gouvernées par la thune. Et on est dans le système capitaliste, donc, entre guillemets, c'est logique, mais c'est logique, oui, à l'intérieur du système, mais en dehors du système, c'est absolument pas logique que toutes ces prises de décision soient gouvernées par l'argent. Et je vais te donner un exemple. Alors, j'ai hésité à en faire un podcast, mais je me suis dit que j'aurais pas assez de choses à dire, donc c'est pour ça que je t'en parle dans celui-là. C'est que, là actuellement, alors hier c'était le dernier jour de la grosse canicule, donc hier il faisait 36 degrés dehors. Là, heureusement, il fait un petit peu plus frais, mais je me suis quand même mis un ventilateur, donc j'espère que ça ne te dérange pas trop au micro. Mais du coup, vu qu'il a fait super chaud, moi je me suis acheté un store extérieur de Velux. Parce que voilà, avec un Velux, tu as le soleil qui tape dessus toute la journée, donc franchement c'était un four chez moi. Donc je me suis acheté un store extérieur de Velux, et avec ce store extérieur de Velux, j'ai reçu un petit sachet avec plein d'éléments en métal pour fixer moi-même le store extérieur de Velux. Et donc des petits crochets comme ça en métal, il y en avait genre 8. Mais comme il y a plein de Velux différents, des petits, des grands, des plus ou moins enfoncés, des vieux modèles ou des nouveaux modèles, en fait, Velux, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient toutes les accroches en métal pour tous les systèmes de Velux. Et puis, toi, tu choisis ce dont tu as besoin. Donc moi, j'ai pris les 2 crochets dont j'avais besoin, et ceux-là, tu sais ce qui va se passer. Ceux-là, ils vont finir à la poubelle. Donc ça, en fait, c'est des ressources qui ont été utilisées, voilà, que ce soit pour usiner ces pièces en métal, donc il nous faut du métal,
Mais il nous faut aussi des machines qui usinent ces pièces. Il nous faut des employés dans l'usine pour surveiller les machines. Il nous faut également des camions et ou des bateaux pour transporter ces trucs jusqu'à ma boîte aux lettres. Bref, et ça finit à la poubelle. Donc en gros, c'est de la perte pure d'argent, d'énergie, de matières premières et de tout ce que tu veux. Sauf que Velux, j'imagine, ils se sont dit, nous on a plusieurs solutions. Soit on envoie juste les pièces en métal dont les gens ont besoin, soit pour simplifier notre usine de production, notre industrie, on envoie toutes les pièces à chaque fois à tout le monde. De toute façon, créer ces pièces-là, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Donc voilà encore un exemple de plus qui nous montre que les décisions prises par les entreprises, elles sont bien souvent, si ce n'est toujours, gouvernées par l'argent qu'il y a à générer ou à ne pas perdre, plus que par le facteur humain. Et c'est un petit peu ça qui me désole. Alors, n'hésite pas à me partager, toi, la technique qui t'énerve le plus. Alors, soit dans la liste que je t'ai donnée, soit s'il y a une technique marketing, vraiment, ça m'intéresse à mort. Donc, partage-la moi, s'il te plaît. La technique qui t'intéresse le plus, la technique qui t'énerve le plus parmi les techniques marketing que tu as vues autour de toi. Et si toi aussi, tu as parfois un peu l'impression qu'on marche un peu sur la tête, si on est obligé à chaque fois de jouer au jeu de la surenchère, je t'invite à écouter cet autre épisode de podcast qui s'intitule « Et si on pouvait arrêter de travailler ?» Je te le mets juste ici. C'était Chris, prends soin de toi, à bientôt.